Alors, dans ce cours qui sera réservé aux droits de la famille, on va le présenter suivant le plan suivant. Alors, on va définir en premier lieu le droit de la famille, puis on va passer sur son évolution euh, historique, puis on va parler un petit peu des fiançailles, puis les conditions de validité de... On va parler du mariage et ses conditions de validité. On va détailler un petit peu sur la dot, sur la volonté, pour les effets du mariage. Euh, puis, la deuxième partie sera réservée à la dissolution du mariage, la procédure et puis les effets. Donc, qu'est-ce que le droit de la famille? Le droit de la famille, si on veut le définir, c'est à l'ensemble des règles qui régissent la vie familiale et les composantes de tous les membres qui ont un lien familial. Ça, c'est sa définition. Au Maroc, il revêt une caractéristique spéciale parce que on assiste à une intervention du commandement du commandant du roi des croyants et c'était pour toujours son œuvre puisque il a des croisements et des liens étroits avec la charia, un domaine de prescription religieuse. Pour les composantes de ce droit de la famille, code de la famille, la Moudawana, alors elle est répartie sur quatre titres, les fiançailles et le mariage, la dissolution du mariage, la filiation et l'état civil. Et on va commencer par les fiançailles. Alors pour définir les fiançailles, ce sont une promesse mutuelle de mariage entre un homme et une femme. Les fiançailles se réalisent lorsque les deux parties expriment par tout moyen communément admis leur promesse mutuelle de contracter mariage. Elle en est ainsi la récitation de la Fatiha et des pratiques admises par l'usage et la coutume en fait d'échange de présents. On doit savoir que les fiançailles ne produisent aucun effet juridique. Mais le législateur a prévu quand même des effets juridiques concernant la rupture des fiançailles, à savoir la partie lésée peut prétendre une indemnité de dommages. Alors pour les fiancés, ils ont le droit de mettre fin à cette promesse à condition que la rupture n'a pas été qualifiée ou caractérisée par un abus de droit, c'est-à-dire, comme je l'ai déjà cité, un dommage au préjudice causé à la partie lésée. Et ça, c'est l'article 7 du Code. Alors l'article 7 stipule que la rupture des fiançailles ne donne pas droit à dédommagement. Toutefois, si l'une des deux parties commet un acte portant préjudice à l'autre, la partie lésée peut réclamer un dédommagement. À titre d'exemple ici, on peut citer par exemple un arrêt de travail aux études, au changement de ville. Ça comme dommage. Alors le code a reconnu l'enfant né pendant cette période des fiançailles. C'est l'article 156. Si les fiançailles ont eu lieu et qu'il y ait
eu consentement mutuel, mais que des circonstances impérieuses ont empêché de dresser l'acte de mariage et que des signes de grossesse apparaissent chez la fiancée, cette grossesse est imputée au fiancé pour rapport sexuel par erreur si les conditions suivantes sont réunies. A. Les fiançailles ont été connues des deux familles et approuvées, le cas échéant, par le tuteur matrimonial de la fiancée. Il s'avère que la fiancée est tombée enceinte durant les fiançailles. Les deux fiancés ont reconnu que la grossesse est de leur fait. Ces trois conditions sont établies par décision judiciaire non susceptible de recours. Si le fiancé nie que la grossesse est de son fait, il peut être fait recours à tout moyen légaux de preuve pour établir la filiation paternelle. Et on passe au mariage. Alors, pour le mariage, il est défini dans l'article 4 du Code de la famille. Le mariage est un pacte fondé sur le consentement mutuel en vue d'établir une union légale et durable entre un homme et une femme. Elle a pour but la vie dans la fidélité réciproque, la pureté et la fondation d'une famille stable sous la direction des époux, conformément aux dispositions du présent code. Alors, quelles sont les conditions de validité du mariage? Alors, ces conditions sont citées dans l'article 13 qui stipule que la conclusion du mariage est subordonnée aux conditions suivantes. Premièrement, la capacité de l'époux et de l'épouse. Deuxièmement, la non-entente sur la suppression du sadak, la dot. Troisièmement, la présence du tuteur matrimonial, wali, dans le cas où celui-ci est requis par le présent code. Quatrièmement, le constat par les deux adouls du consentement des deux époux et sa consignation. Et cinquièmement, c'est l'absence d'empêchement légaux. Maintenant, on va détailler un petit peu sur ces conditions. Et on va commencer par la capacité. La capacité, et juridiquement parlant, c'est l'atteinte de l'âge de 18 ans. Alors, est-ce que les mineurs n'ont pas cette possibilité de se marier? Oui, on peut dire que le juge est habilité pour autoriser les mineurs de se marier. Alors, la jouissance de la faculté mentale, c'est l'article 19. Mais le juge de la famille chargé des mariages autorise le mariage de l'handicapé mental, qu'il soit de sexe masculin ou féminin, sur production d'un rapport établi par un ou plusieurs médecins experts sur l'état de l'handicap. Le juge communique le rapport à l'autre partie et en fait état dans un PV. L'autre partie, qui doit être majeure, doit consigner son consentement dans un document authentique. Pour ce qui est de la dot, dans l'acte de mariage, c'est une condition de validité. La condition d'existence ici de mariage, son absence rend le mariage vicié. Il faut différencier ici l'absence et la non-mention. On peut non mentionner la dot dans l'acte, mais il n'aura pas un effet sur le mariage. Ça, sur le plan juridique. Alors, il y a des cas où la dot n'est pas citée. Alors, ce cas-là s'appelle la dot par délégation. Si le contrat reste muet sur le montant de la dot, ce silence est interprété comme délégation de la part de l'épouse à son tuteur. Il y a la dot nommée si le montant de la dot
soit déterminée dans le contrat conjugal. Alors, quel est l'objectif de la dot? C'est l'article 26 qui traite la question. Le sadak, la dot, consiste en tout bien donné par l'époux à son épouse, impliquant de sa part la ferme volonté de créer un foyer et de vivre dans les liens d'une affection mutuelle. Le fondement légal du sadak consiste en sa valeur morale et symbolique et non de sa valeur matérielle. Alors, pour la dot, il peut être fixé au moment de l'établissement de l'acte de mariage. À défaut, son fixation est déléguée ou conjoint. En cas de désaccord, après consommation des mariages, le tribunal le fixe en tenant compte du milieu social des conjoints. Et dans ce cas-là, ça s'appelle la dot de parité. Alors, la dot peut être convenue des paiements d'avance ou à terme de la totalité ou d'une partie du sadak. Cette dot est méritée. Là, il y a des hypothèses où l'épouse mérite la totalité ou la moitié. Alors, pour le cas où l'épouse mérite la totalité, ce sont deux cas. C'est en cas de consommation du mariage, c'est-à-dire en cas de contact au rapport sexuel, et en cas de décès de son mari, même avant la consommation du mariage. Pour la moitié, l'épouse mérite la moitié en cas de divorce avant la consommation. Maintenant, l'hypothèse où l'épouse n'a pas le droit à la dot avant la consommation. Si le mariage est résilié, dans le deuxième cas, lorsque le mariage est dissous pour vice rédhibitoire constaté chez l'un des époux. Troisièmement, lorsqu'il y a divorce sous contrôle judiciaire dans le cas du mariage où la fixation du sadak est déléguée. Alors, puisque le mariage est un acte juridique qui consacre l'union légale entre un homme et une femme, l'article 4, l'article 4, comme on l'a précité, pose implicitement un certain nombre de conditions à la validité de cette union. Donc, le mariage doit être durable. Il doit être mixte. Il doit baser sur la fidélité conjugale et la création d'une famille. Une condition suspensive du temps rend le contrat du mariage caduc parce qu'il n'y a pas cette condition de durabilité. Alors, le consentement mutuel des époux est une condition sine qua non et indispensable par le biais de l'offre et acceptation. L'acceptation est écrite ou orale. Le contrat est solennel, qui exige donc l'écrit. L'acceptation peut être exprimée par des signes. En droit français, il doit être exprimé oralement. Les témoins doivent être musulmans. Alors, pour le consentement et la volonté des époux, le mariage dépend de l'échange de cette volonté. Cela signifie que la femme, au même titre que l'homme, doit exprimer son acceptation ou son refus du contrat de mariage. L'existence du consentement, c'est l'article 10. Alors l'offre et l'acceptation, comme on l'a souligné, du mariage consacré par la langue ou l'usage. Pour les absents, par écrit. Alors on peut conclure qu'il y a trois formes pour déterminer cette acceptation. Alors il y a l'oral, c'est un procédé fondamental qui doit
Cet oral doit être d'une manière claire, qui signifie l'acceptation des époux. L'écrit pour l'handicapé et l'absent, par des signes. L'intégrité du consentement doit être sérieux, c'est-à-dire mariage durable, et libre, ne doit pas être vicié, comme dans l'article 63. Le conjoint qui a fait l'objet de contraintes ou de dol qui l'a amené à accepter le mariage ou de fait expressément stipulé comme condition dans l'acte de mariage peut demander la résiliation du mariage avant ou après sa consommation dans un délai maximum de 2 mois. Ce délai court à compter du jour de la levée de la contrainte ou de la date de la connaissance du dol. Le conjoint lésé peut réclamer en outre un dédommagement. Pour ce qui est de la wilaya, c'est l'article 24, la tutelle matrimoniale est un droit qui appartient à la femme. La femme majeure exerce ce droit selon son choix et son intérêt. L'article 25, la femme majeure peut contracter elle-même son mariage ou déléguer à cet effet son père ou l'un de ses proches. Maintenant, on va savoir les effets du mariage valide. C'est d'ailleurs la consistance de l'article 50. L'acte de mariage dans lequel les éléments requis pour sa constitution sont réunis, qui satisfait aux conditions de validité et qui n'est entaché d'aucun empêchement, est réputé valable et produit tous ses effets en droit et devoir que la loi a institués entre les deux époux, les enfants et les proches, tels qu'énoncés dans le présent code. Donc on peut dire que le mariage valide produit des effets envers les conjoints et envers les proches et aussi concernant les effets auprès des enfants. Alors, pour les conjoints, il y a une obligation de cohabitation légale et un respect mutuel. 2. La fidélité, c'est un devoir mutuel et c'est une règle d'ordre public, c'est-à-dire une règle obligatoire pour les deux époux. Au cas de non-respect de la fidélité, il y a des sanctions pénales. C'est l'article 491 et suivant du code pénal. La condition mise par le code pénal, c'est que les conjoints uniquement qui doivent faire demande de poursuite pour adultère ou violation du devoir de la fidélité. Maintien de bons rapports de la vie commune, respect, affection, sollicitude mutuelle. Aussi, il y a une obligation de prise en charge conjointement de la responsabilité de la gestion des affaires du foyer et de la protection des enfants. Quatrièmement, une concertation dans les décisions relatives à la famille. Cinquièmement, le maintien de bons rapports avec les proches et les parents du conjoint. Et dernièrement, droit de chacun des époux d'hériter de l'autre. Donc, cette question d'héritage soulève une autre question relative au régime du patrimoine. Alors, il y a déjà le principe de séparation du bien. Ça, contrairement au cas de la France, où il existe une communauté des biens. Toutefois, les époux peuvent se mettre d'accord sur les conditions de fructification et de répartition des biens qu'ils auront acquis pendant leur mariage. Cet accord fera l'objet d'un document distinct de l'acte de mariage. En cas de désaccord, la propriété du bien doit être
prouvé par chaque époux et en cas d'absence de facture ou des actes de propriété, le juge peut se baser sur une présomption de propriété. Maintenant, quel effet envers les enfants? Alors, il y a l'article 64. C'est plutôt l'article 54. Alors, il y a la protection des enfants, notamment leur éducation. Établir et préserver leur identité, non nationalité, état civil. Garantir la filiation, la garde et la pension alimentaire. L'allaitement au sein. Prendre les mesures possibles en vue d'assurer la croissance morale des enfants, normale, pardon, des enfants. L'orientation religieuse et leur inculquer les règles de bonne conduite. Il y a l'enseignement et la formation. Alors ça, c'est grosso modo. Pour les proches parents, le mariage produit des effets sur les proches parents des époux, tels que les empêchements du mariage, dus à l'alliance, Moussahara, à l'allaitement, Rada, ou au mariage prohibé pour cause de simultanéité, jamais. Alors ça, c'est pour les effets du mariage valide. Pour le mariage non valide et ses effets. Le mariage non valide est soit nul ou soit vicié. Alors, on va voir le premier cas, le mariage nul, c'est-à-dire la nullité du mariage. La nullité du mariage peut être produite par le non-respect de la condition de l'offre et l'acceptation. Ou bien, s'il y a des empêchements légaux, que ce soit permanents ou temporaires. Et la concordance et la non-concordance de l'offre et l'acceptation. Alors pour le mariage vicié, il est résilié avant la consommation du mariage, par exemple dans le cas de l'absence de la dot. Le mariage est résilié avant et après la consommation dans les cas suivants. La maladie grave, le mariage de complaisance, le mariage sans le tuteur matrimonial, le cas échéant. Il faut souligner que le mariage de complaisance, par exemple, qui rend licite la reprise de l'ex-épouse. Le mariage entaché de vice est résilié avant sa consommation. Dans ce cas, la femme n'a pas droit au sadak lorsque les conditions légales et afférentes ne sont pas remplies. Lorsque la consommation du mariage a eu lieu, le mariage est validé moyennant le sadak, la dot, de parité que le tribunal fixe en fonction du milieu social de chaque époux. À savoir qu'il est valable le divorce sous contrôle judiciaire ou le divorce judiciaire survenu dans les cas précédents avant le jugement prononçant la résiliation du mariage. Alors, pour les effets du mariage vicié, alors avant la consommation, il n'y a aucun effet. Après la consommation, même effet du mariage valide, jusqu'à ce que le tribunal prononce sa résiliation. Et on passe à la dissolution du mariage. On va définir la dissolution, c'est-à-dire le divorce. Le divorce est la dissolution du pacte conjugal, et cela par la volonté de l'époux, ou de l'épouse, ou des deux conjoints, en fonction des conditions imposées par le législateur. L'article 71 du Code de la famille définit la dissolution du mariage comme suit. La dissolution du mariage résulte du décès de l'un des époux, de la résiliation, du divorce sous contrôle judiciaire, du divorce judiciaire ou du divorce moyennant compensation. Il faut savoir que le Code de la famille a introduit des innovations au niveau de la dissolution du mariage.
Alors, les procédures concernant la dissolution du pacte conjugal, à savoir le tribunal spécialisé, les garanties financières en faveur de l'épouse, l'allègement des moyens de preuve en cas de divorce pour préjudice, la création de deux demandes de dissolution, divorce d'un commun accord, par consentement. Alors, pour le cas de décès, le décès, défini dans l'article 74, peut être prouvé par tous les moyens de preuve légale. La personne peut être déclarée morte selon l'un des deux cas, soit un décès avéré, un arrêt définitif de la fonction vitale, une constatation par un médecin après consultation directe établie sur le cadavre, ou bien un décès présumé, c'est l'article 325 et suivant, qui définit les modalités pour déclarer une personne légalement décédée par le tribunal selon deux situations différentes. Il y a une disparition dans des conditions exceptionnelles. Alors, lorsque une personne a disparu dans des circonstances exceptionnelles, rendant sa mort probable, un jugement déclaratif de décès est rendu à l'expiration d'un délai d'une année, courant à compter du jour où l'on a perdu tout espoir de savoir si elle est vivante ou décédée. Dans tous les autres cas, il appartient au tribunal de fixer la période au terme de laquelle il rendra le jugement déclaratif des décès, et ce, après enquête et investigation, par tous les moyens possibles des autorités compétentes pour la recherche des personnes disparues. Alors, pour la résiliation, il est prononcé, la résiliation de l'acte de mariage est prononcée par jugement avant ou après sa consommation, dans les cas et conformément aux conditions prévues au présent code. Alors, pour le divorce, le divorce sous contrôle judiciaire. Alors, le divorce sous contrôle judiciaire est la dissolution du pacte de mariage requise par l'époux ou par l'épouse, selon les conditions propres à chacun d'eux, sous le contrôle de la justice et conformément aux dispositions du présent code. Quiconque veut divorcer doit demander au tribunal l'autorisation d'en faire dresser acte par 12 adoules, habilités à cet effet dans le ressort du tribunal dans lequel est situé le domicile conjugal, le domicile de l'épouse ou son lieu de résidence, ou le lieu où l'acte de mariage a été conclu, selon l'ordre précité.